Nous sommes à la veille des 80 ans de la libération du camp de concentration nazi d'Auschwitz-Birkenau. 1 200 000 Juifs furent exterminés du printemps 1942 à la fin 1944. Près de 900 000 furent gazés sans être jamais entrés dans le camp. 400 000 hommes et femmes ont été détenus entre 1940 et 1945. La moitié y sont morts. Un film documentaire intitulé Pourquoi du réalisateur Jean-Marie Montali a recueilli le témoignage de 9 survivants, dont celui d'Esther Seno. Bonjour Esther Seno. Vous êtes l'une des dernières survivantes du camp d'Auschwitz. Vous avez été arrêtée par la police française à l'âge de 15 ans, puis déportée le 2 septembre 1943 depuis Drancy vers le camp d'extermination à Auschwitz. Vous avez survécu à Auschwitz-Birkenau, puis aux marches de la mort. Et on va regarder tout de suite un extrait de la bande-annonce de ce film documentaire. On était 200 par wagon. Les gosses, ils étaient à la hauteur du nombril des adultes. On était entassés comme... Je ne peux pas vous décrire. On étouffait là-dedans, hein, la chaleur qu'il faisait. On n'avait rien à manger. והמשפחה שלי הצליחה להגיע בחיים לאושוויץ. Vous savez, les morts là-bas, on les prenait dans une charrette, la tête elle pendait et les pieds de l'autre côté. Une fois déshabillés, on nous pousse dans la chambre à gaz. J'ai connu l'enfer des morts vivants. Esther Seno, vous êtes l'une de ces 9 témoins du film documentaire. Dans le film, vous dites que votre sœur, de 2 ans, votre aînée, Fanny, avant de mourir, vous a dit « Promets-moi que si tu t'en sors, tu raconteras ce qui s'est passé. » Oui, exactement. Alors, ce qui s'est passé, j'ai perdu de vue ma sœur le 16 juillet 1942, au moment de la rafle du Veldiv, puisqu'on n'a pas été arrêtés. Mes parents ont été arrêtés ce jour-là, mais pas ma sœur et moi, parce qu'on ne se trouvait pas dans notre domicile. Et j'ai retrouvé ma sœur quand j'ai été déporté, moi, le 2 septembre 1943. Ma sœur, elle avait été arrêtée en novembre 1942 dans un contrôle de police dans la rue. Elle a été envoyée au camp de Drancy. Elle a été déportée le 8 février 1943. Et j'ai retrouvé ma sœur quand je suis arrivé, moi, à Birkenau en septembre 1943. J'ai retrouvé ma sœur qui était déjà pendant pratiquement 8 mois au camp. D'ailleurs, c'est elle qui m'a reconnu. Moi, ça faisait 3 mois que j'étais arrivé. C'est elle qui m'a reconnu parce qu'elle était déjà méconnaissable. Et enfin, elle m'a demandé où je travaillais. Enfin, les retrouvailles ont été très, très pénibles, hein, parce qu'on ne s'attendait pas à se retrouver dans cet endroit. Et elle m'a demandé où je travaillais. Comme je travaillais dans les commandos extérieurs, on savait très bien qu'on ne pouvait pas y tenir un hiver, parce qu'on a été sélectionné à 106 femmes, hein, pour aller travailler au camp au mois de septembre. Et au mois de décembre, on était déjà plus que 50. Hein. Il y avait déjà la moitié qui avait disparu. Alors évidemment, quand j'ai dit à ma sœur que je travaillais dans les commandos extérieurs, et ça c'était en décembre 1943, le premier hiver, elle savait très bien qu'on ne pouvait pas tenir un hiver à travailler à l'extérieur. Donc elle a été trouvée une jeune femme qui avait été déportée de Belgique, qui était interprète auprès des Allemands, qui avait les fichiers des commandos, donc elle a réussi. Elle a sauvé beaucoup de gens, cette jeune femme. Elle a réussi à me faire sortir de ce commando pour me faire travailler à l'intérieur du camp. Donc déjà au mois de décembre, j'étais déjà à l'abri des intempéries. Mais enfin, le travail était quand même toujours très pénible. Et puis tous les matins... C'était quoi ce travail ? Le travail, alors, c'est-à-dire que on allait sur des chantiers à 1 kilomètre du camp. Et là, ils nous fournissaient des grandes brouettes qu'on appelait des tragues, des brouettes en bois avec 2 manches devant et 2 manches derrière. Il fallait mettre des matériaux de construction qu'on devait ramener au camp. Donc, on faisait ces allers-retours pendant 12 jours par jour. Alors, évidemment, le soir, quand on venait, il y avait toujours un nazi à l'entrée par laquelle on entrait, qui faisait la sélection. Alors, toutes ces femmes qu'on traînait derrière nous, qui ne pouvaient plus marcher, étaient systématiquement mises de côté. Alors, évidemment,
à l'arrivée dans les convois, quand on descendait des trains sur ce fameux quai, les gens qui montaient dans les camions, ils ne savaient pas qu'ils allaient directement à la chambre à gaz, mais ceux qui travaillaient déjà depuis quelques mois dans le camp savaient que si elles étaient mises du mauvais côté, où elles finiraient. Alors là, évidemment, quand on arrivait, on ne savait jamais dans quel fil on allait être. Alors évidemment, celles qu'on traînait, on le savait. Alors ils les mettaient de côté, on les entendait hurler, et nous, on était dans l'autre, dans la bonne file, si l'on peut dire. Et tous les soirs, c'était l'angoisse, parce que souvent, le nazi qui était devant la porte, c'était sa badine qui bougeait, lui, il tournait la tête, on ne regardait même pas. C'était au hasard. Alors évidemment, les matériaux que l'on transportait, parce qu'à partir de 1943, les Allemands avaient pratiquement occupé toute l'Europe. Donc vous aviez des convois qui arrivaient de l'Europe entière, hein. Alors, eux, ce qu'ils faisaient, parce qu'on n'avait toujours pas compris pourquoi cette sélection de si peu de femmes qui étaient valides, qui auraient pu travailler. Alors pour eux, dès l'instant où il y avait une centaine de personnes qui étaient mortes, ils attendaient le convoi d'après et ils sélectionnaient uniquement les 100 personnes qu'ils avaient besoin. Voilà comment marchait la sélection. Vous dites Donc, d'ailleurs, ils avaient toujours de la main-d'œuvre beaucoup plus apte à travailler. vous dites d'ailleurs dans le film documentaire qu'en douce, ceux qui étaient déjà dans le camp vous disaient surtout de ne pas amener les enfants Ah avec non, vous. ça c'est quand on est descendu des wagons à bestiaux. Voilà. Alors il y a ces fameux commandos qu'on appelait les ondaires commandos sont arrivés sur le quai. Alors ils avaient comme mission de, de sortir les bagages du train et de sortir les personnes qui étaient décédées pendant ce voyage. Et ils passaient, ils n'avaient pas le droit de nous parler, ils passaient furtivement derrière nous en nous disant « Ne prenez pas d'enfants avec vous, laissez-les aux personnes âgées ». Alors on ne comprenait pas parce que vous avez des femmes qui avaient plusieurs enfants, on en prenait toujours un ou deux pour les soulager. À Auschwitz, vous n'étiez plus qu'un numéro? C'est-à-dire là, quand on est arrivé, les portes, le grand portail de l'entrée s'est ouvert et là on a vu une fumée noire, on se demandait ce que c'était. Mais nous, quand on a quitté Drancy, on nous parlait que de camp de travail, hein. On nous a jamais parlé de camp d'extermination. Alors on était un peu surpris parce que dans le camp de Drancy, il y avait beaucoup de femmes, d'enfants, de personnes âgées. On se demandait ce que ces gens allaient faire dans un camp de travail. Alors pour nous rassurer, on nous disait bah, vous les jeunes, vous irez travailler et le soir, ça sera un regroupement familial. On voit l'explication qu'on avait quand on est arrivé donc à Auschwitz. Alors évidemment, quand on a commencé donc à rentrer dans le camp avec cette fumée qui fumait, j'avais connu une jeune femme à Drancy qui avait 50, elle avait 20 ans, elle avait 50 plus que moi. Elle me dit mais qu'est-ce que c'est que cette fumée? Bah, je dis t'inquiète pas, c'est des usines puisqu'on va travailler. Vous savez, on se faisait beaucoup d'illusions, hein. Alors évidemment, quand on est arrivé, le camp de Birkenau fait à peu près 175 hectares. Quand on est arrivé là pour prendre, alors on nous a emmenés dans un bâtiment pour prendre une douche. Parce que vous savez, 3 jours dans les wagons à Besson dans lesquels on avait voyagé, on n'était pas très propre. Alors comme on était sélectionné pour les travaux forcés, nous on a pris une douche. Une douche froide, mais enfin on a quand même pris une douche. Et ensuite on nous a mis dans un baraque, dans un bâtiment qui était à côté. Et là il y avait des très grandes rangées de tables avec des hommes derrière. Alors c'était des prisonniers politiques, c'était pas des juifs. Alors ils nous ont rasés entièrement. Et ils nous ont tatoué un numéro sur le bras en nous disant que maintenant nous n'avions plus d'identité et que de l'instant où on était interrogé dans le camp, enfin interpellé dans le camp, il fallait qu'on donne notre numéro en allemand. Vous savez, quand vous arrivez d'un pays civilisé, alors il y avait les femmes militaires qui étaient là, qui passaient au hasard dans les rangs en demandant à une femme comment tu t'appelles. Vous savez que vous arrivez d'un pays civilisé, vous donnez votre nom. Elles étaient immédiatement matraquées parce qu'il fallait qu'elles donnent leur numéro en allemand. Vous savez, dans ces conditions-là, on apprend vite, hein. Comment vont fait pour survivre dans cet enfer? Vous savez, bon, faut revenir un petit peu en arrière. C'est-à-dire que mes parents ont émigré en 1930. Nous sommes installés à Belleville dans un quartier très, très pauvre, hein, avec pas beaucoup de moyens. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas d'aide sociale, il n'y avait rien, il fallait se débrouiller. Donc on a trouvé un petit logement dans un passage qui s'appelait le passage Ronce, qui faisait 200 mètres de long sur 4 mètres de large. Et on avait un petit logement où il y avait 2 pièces cuisine et nous étions 8 personnes.
vous voyez la promiscuité qu'on pouvait avoir dans ces logements. Alors moi, je suis arrivé en France, j'avais à peine 2 ans. Disons qu'à partir de 2, 3 ans, comme tous les enfants du quartier, on vivait dans la rue. Là, on avait notre espace. Alors disons que, enfin, je suppose ce qui m'a permis de tenir, c'est parce que quand on vit dans la rue, on apprend vite. Puis vous savez, quand il faut se débrouiller, de trouver chacun un petit boulot pour amener quelque chose à la maison. Alors, donc à l'époque, en 1930, j'avais encore des frères qui étaient adultes et qui cherchaient du travail chacun leur tour. Donc on avait quand même de quoi subsister, mais la vie n'a pas été facile. Mais enfin, pour moi, j'avais mon autonomie, ma liberté. Vous savez, je peux dire que je considère que j'ai eu une enfance formidable parce que on, on était avec la différence, c'est que quand j'ai fait donc l'école maternelle à Paris, dans le 20e, Oui. et j'ai fait l'école communale. Et ma mère me disait toujours, comme je serais dans la rue, parce qu'il faut vous dire qu'à l'époque, la police française, c'était une police de proximité. Donc il nous faisait traverser pour aller à l'école. Et ma mère me disait toujours, si un jour tu te perds à Paris et tu demandes à un policier, il te ramènera à la maison. Pour vous dire la confiance qu'on avait dans la police française. Malheureusement, quand il y a eu le statut des Juifs qui En a été fait 1940, en 1940, malheureusement, décrété par Vichy. fait par Vichy, enfin, dans le statut des Juifs, il y avait quand même pas mal d'interdictions. Eh bien, la police française, ils avaient demandé qu'elle soit indépendante de la police allemande. Ça fait que les Allemands donnaient les ordres, mais c'est les policiers français qui les exécutaient. Mais nous, on avait tellement confiance dans cette police qu'à chaque fois qu'on avait des convocations, quand il y a eu le recensement, tout le monde y a été, puisque c'était la police française qui nous convoquait. Puis vous savez, quand on arrive dans un pays où on est étranger, on est toujours très respectueux des lois pour pas être en infraction. Donc pour vous, ça a été une trahison. Bah, sur le coup, on n'a pas compris, mais effectivement, parce que on avait cette confiance absolue dans cette police. Est-ce que avant 1940 et le statut des Juifs décrété par Vichy, vous avez ressenti à Paris la montée de l'antisémitisme en France? C'est-à-dire disons que quand on est arrivé en 1930, il y avait toujours, pas dans les quartiers populaires, hein, parce que vous savez, vous aviez des gens qui arrivaient de l'Europe entière avec différentes religions, différentes nationalités, et qui étaient comme nous assez démunis. On habitait dans les mêmes quartiers, disons qu'il y avait une solidarité. On allait, quand il y avait les uns qui faisaient des fêtes, on était invités. Enfin, il y avait une solidarité formidable entre tous ces gens qui arrivaient de l'Europe entière avec des nationalités, des religions différentes. On n'a jamais eu, dans ces quartiers populaires, on peut dire qu'on n'a jamais eu de problème d'antisémitisme ou de racisme. Alors il y avait une petite fraction, si vous voulez, qu'on appelait à l'époque les croix de feu, l'extrême droite. C'était des intellectuels dans les quartiers riches. Vous savez, la parole n'était pas libérée comme maintenant. Disons que ça a toujours existé. Bon, enfin, dans nos quartiers, on n'était pas impacté par ce genre de choses. Et vos parents et votre petit frère, ils ont été arrêtés pendant la rafle du Veldiv en juillet 42. Comment elle s'est déroulée, cette rafle? Alors, c'est-à-dire que il y a eu déjà fin juin, au mois de juin 42, il a fallu aller à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'on a été dans les commissariats pour acheter ce qu'on appelait les toiles jaunes, parce que jusqu'en 42, dans le statut des Juifs, il y avait pas. Donc, cette loi est arrivée juste à la dernière minute. Il a fallu aller dans les commissariats pour acheter cette étoile jaune. Et puis, j'avais déjà, on était sérieusement impacté parce que j'avais un de mes frères qui avait demandé sa naturalisation. Il était parti à l'armée, donc il n'avait pas été démobilisé du fait de la guerre. Et quand il y a eu cette fameuse rafle qu'on a appelée la rafle du billet vert en mai 41, j'ai 2 de mes frères qui ont reçu cette convocation pour se présenter dans les commissariats. Donc ça fait que finalement ils se sont présentés. Et là, c'est à ce moment-là qu'ils avaient ouvert les 2 camps dans le Loiret, à côté d'Orléans, le camp de Pithiviers et le camp de Vaulx-la-Rolande. Donc disons que maintenant, nous, dans notre logement, si l'on peut dire, il n'y avait plus d'adultes. Et moi, j'ai quitté l'école. Alors j'étais à l'école en 19... J'ai fait l'école maternelle. J'étais à l'école communale jusqu'en 1940.
Et là, on avait l'avantage dans ces quartiers, quand on avait des maîtresses d'école qui se rendaient compte qu'il y avait des élèves qui avaient un peu plus de possibilités que les autres. Elles nous poussaient à étudier davantage. Alors, quand on travaillait bien, on sautait d'une classe. Alors, je me suis retrouvé en 1940, j'avais 12 ans, à la classe du certificat d'études. Alors, j'ai réussi à passer la moitié du certificat d'études, c'est-à-dire l'écrit. Et puis, comme c'était en juin 40, eh ben, les Allemands sont entrés dans Paris. Là, Mais vous avez échappé à la rafle du Veldiv. Oui. Comment vous avez été arrêté? C'est-à-dire, comment j'étais arrêté? Alors, quand mes parents étaient arrêtés, quand je suis revenu à l'appartement, il y avait les scellés. Sur la porte. Donc, je suis descendu en bas dans la rue en disant comment ça s'est passé, parce que le jour de la rafle, le policier qui avait notre fiche n'est pas venu. On n'a pas. Là, mes parents étaient arrêtés que dans l'après-midi. Ils n'ont pas été arrêtés au moment de la grande rafle. Alors, ça fait que ma mère, comme ils n'étaient pas venus, ma mère, inquiète, comme nous avions toute notre famille qui habitait dans le même quartier, avait demandé à ma soeur, à moi, d'aller voir qu'est-ce qui est arrivé. Et évidemment, quand je suis revenu, entre-temps, le policier était revenu. C'est comme ça que mes parents étaient arrêtés. Donc, ils ont arrêté mes parents et mon petit frère qui avait 11 ans. Mais comme tous les autobus étaient déjà partis vers le vélodrome d'hiver, le gymnase qu'ils avaient réquisitionné pour parquer tous ces gens, là, mes parents étaient envoyés directement à Drancy avec mon petit frère. Hein. Donc, ils étaient envoyés à Drancy le 17 juillet 42, et ils ont été déportés au mois d'août, un mois après, à Auschwitz, avec le transport qui portait déjà le numéro 19. Comment on fait pour survivre, Esther Seno? Est-ce qu'on y pense tous les jours? Comment on essaie de survivre? Déjà au départ, je vous dis, avec ma petite enfance passée dans la rue, vous savez, on apprend vite. Hein. On apprend vite à se débrouiller, parce que au moment où tous mes frères qui étaient adultes n'étaient plus à la maison, vous savez, dans ces quartiers, quand on avait le certificat d'études, on allait travailler. Hein. Alors, j'avais trouvé du travail dans un petit atelier de chaussures, et alors j'étais la seule à ramener de l'argent à la maison. Alors j'ai travaillé comme ça, je vous dis, jusqu'à l'arrestation de mes parents. Et aujourd'hui, vous avez tenu la promesse à votre sœur de raconter ce qui s'est passé. Pour en revenir à l'histoire de ma sœur, le fameux jour de cette rafle, quand on est parti pour voir le tour du quartier, ma sœur, je l'ai quittée à ce moment-là, je ne l'ai jamais revue, je ne savais pas ce qu'elle était devenue. Et quand j'ai été déporté, moi, le 2 septembre 1943, donc un an après, arrivé au mois de décembre décembre, le premier hiver, ça faisait 3 mois que j'étais donc au camp. Le soir, on avait l'autorisation d'aller dans une baraque qui s'appelait Latrine. C'est là que vous l'avez retrouvée. Et là, nous, on ne connaissait que les gens qui dormaient dans les mêmes baraques que nous, qui travaillaient avec nous. On connaissait pas, on n'avait pas de contact avec les autres. Mais le soir, évidemment, on avait des besoins qu'on ne pouvait pas éviter là. Hein. Alors tout le monde se précipitait dans ces fameuses baraques qu'on appelait les latrines, mais nous on appelait ça, excusez-moi l'expression, radio-chiotte, parce que ça portait bien son nom, tellement ça sentait mauvais. Et là, on avait l'opportunité, quand il y avait des bruits qui couraient, qu'il y avait des transports qui arrivaient de France, tous ceux qui étaient dans les camps, qui étaient français, ils venaient dans ces baraques pour voir s'il y avait quelqu'un de leur famille. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé ma sœur, donc fin décembre 1943. Enfin, c'est elle qui m'a reconnu, parce que ma sœur, elle avait été, pendant la rafle, elle avait été chez une de mes tantes, qui habitaient dans les Hauts de Belleville. Elles étaient parties chez une amie de ma tante à Montfermeil pour se cacher. Elles sont restées là-bas jusqu'au mois de novembre 42. Et puis, pensant que c'était calmé depuis le mois de juillet, elles sont revenues dans l'appartement de ma tante pour récupérer quelques vêtements. Et en ressortant, malheureusement pour repartir là où elles étaient cachées, elles ont été arrêtées par la police. Elles ont été déportées le 8 février 43. Donc ma soeur, ça faisait pratiquement 8 ou 9 mois qu'elle était au camp. Alors moi, je ne l'ai pas reconnue, hein, dans l'état où elle était. Alors c'est elle, évidemment, les retrouvailles ont été assez pénibles. Et quand elle m'a demandé où je travaillais,
que je lui disais que je travaillais dans les commandos extérieurs, parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit au départ, les 106 femmes, on n'était plus que 50. Oui. Donc elle avait fait la connaissance d'une jeune femme qui avait été déportée de Belgique, qui était interprète dans les bureaux allemands. Donc elle avait le fichier des commandos. Donc ma soeur était là trouver pour lui expliquer que c'est pas possible que je reste là. Et alors, elle réussissait à falsifier les fiches. Vous savez, les Allemands, ils ne surveillaient pas, parce qu'il faut vous dire qu'à partir de 1943, les transports arrivaient de l'Europe entière. Alors évidemment, de la main-d'œuvre fraîche, ils en avaient toujours. Alors, elle a réussi à me faire sortir de ce commando, me faire rentrer dans un commando qui travaillait à l'intérieur du camp. Alors là, ils appelaient ça la Weberei. C'est un commando où on faisait du tissage, c'est-à-dire des cordages. Alors ils nous fournissaient des matériaux, des bandes de tissu, des bandes de fil de fer, enfin vous voyez, pour faire des cordages serrés qu'on devait enrouler. Vous savez, comme sur les chantiers, là, des rouleaux électriques. Et on avait comme objectif, il fallait faire minimum 12 mètres par jour. Hein. Mais 12 mètres pendant 12 heures. Hein. 12 heures. Alors, vous savez, avec tous les matériaux qu'on manipulait, on avait plutôt les mains en sang le soir. Et les capots venaient vérifier si on avait fait le métrage voulu. Et celles qui n'avaient pas réussi à le faire, elle les faisait sortir dans la neige des baraques, elle leur faisait faire des pompes dans la neige. Alors là, évidemment, c'est difficile de raconter tout ce qui soit, tous les sévices, tout ce qu'on a pu supporter. Et puis, une chose qui m'était vraiment une des plus pénibles, c'est que, comme on n'avait pas beaucoup de possibilités d'hygiène, hein, on était couvert de vermine. Et alors, le dimanche, on ne travaillait pas. C'était le jour de repos. Alors là, il faisait ce qu'on appelait la désinfection. Alors, en 1943, ça se passait, il fallait qu'on sorte les paillasses, les couvertures, se déshabiller toutes nues, rester debout à l'appel, les vêtements partaient à la désinfection et ils revenaient quelques heures après, mouillés, enfin humides, et ils balançaient ça par terre dans la neige. Il fallait se débrouiller pour trouver des vêtements en autre taille. Alors pour vous dire qu'à partir de 1944, ils avaient quand même construit une baraque et la désinfection se faisait à l'intérieur. Alors vous savez, souvent, presque la majorité de celles qui sont revenues, c'est celles qui sont arrivées au milieu de l'année 44, parce que quand même le camp fonctionnait différemment entre 42 et 43 et 44. Le camp fonctionnait différemment. Hein. Merci infiniment Esther Seno pour votre témoignage. Merci d'être venue sur France 24. Merci à vous. Vous voyez, ça fonctionne toujours? Oui, on vous écoute, on vous écoute. Vous savez, moi j'ai été déporté à 15 ans, je suis revenu à 17 ans, orpheline, parce que personne de ma famille n'est rentré. Et il m'a fallu pratiquement, vous savez, les gens qui ont eu de la chance, vous savez, quand on est arrivé à l'hôtel du Tessia, les gens qui ont eu de la chance d'avoir de la famille ou des amis qui venaient les récupérer, ben moi je me suis retrouvé toute seule. Alors j'ai recommencé la galère parce qu'on est revenu dans l'indifférence totale. Ça faisait 1 an que la France était libérée. Hein, les gens ne s'attendaient pas à nous voir arriver. Alors, je suis retourné dans mon quartier pour voir éventuellement si quelqu'un de ma famille serait revenu. Et là, j'ai eu un petit attroupement parce que, vous savez, je suis revenu avec 32 kilos puis les cheveux rasés. 1 an après la guerre, on ne rencontrait pas des femmes dans la rue comme ça. Hein. Alors, j'ai eu un petit attroupement qui est venu vers moi en me disant « Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Racontez-nous. » Alors, j'ai commencé à vouloir parler de ce qui nous est arrivé. Et puis, il y a eu un moment, ils commençaient à s'énerver, tous ces gens qui étaient autour de moi, en me disant « Mais vous êtes folle, vous racontez n'importe quoi. Comment vous pouvez raconter des histoires pareilles enfin bref. » Et il y a un monsieur qui était dans la foule, là, qui me dit « Vous êtes revenus si peu nombreuses. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour revenir et pas les autres ?» Finalement, on a été pratiquement culpabilisés d'être revenus. Merci infiniment, Alors, moi, disons qu'il m'a fallu à peu près 3 ans pour essayer vraiment de récupérer. Vous savez, pas facile. Heureusement, j'avais l'habitude de me débrouiller. Merci infiniment d'être venu, Esther Merci Seno. de m'avoir écouté. Merci. Avec attention, on vous a écouté. Merci pour votre témoignage si précieux. Merci à vous.